tous, bonjour tous les trois. Donc, je vais peut-être commencer par vous présenter brièvement. Donc, Anne-Clémentine Larocque, vous êtes historienne de formation, vous avez enseigné pendant 7 ans en zone d'éducation prioritaire et vous enseignez aujourd'hui à Sciences Po Paris et vous êtes analyste pour le ministère de la Justice. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment L'islamisme au pouvoir, publié en 2018, ainsi que votre dernier ouvrage, Le trou identitaire, qui est un ouvrage qui traite de la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam. À côté de vous, Amélie Chély. Amélie Chély, vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et des islams politiques. Et vous aussi, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le Dictionnaire des islamistes aux éditions du CERF en 2021. À votre droite, Lorenzo Vidino, bonjour. Vous dirigez le programme sur l'extrémisme à l'université George Washington, et vous êtes spécialiste de l'islamisme en Europe et en Amérique du Nord. Vous avez écrit aussi un ouvrage, Frères musulmans, le cercle restreint, qui a été publié en 2020. Vous avez la traduction Ça va Anne-Clémentine Larocque, je vais commencer par vous. J'aimerais que vous nous expliquiez brièvement comment la confrérie des frères musulmans s'est créée, quelle est son idéologie et quel lien elle entretient avec le salafisme. Alors, bonjour. Pour commencer, pour cette question, effectivement, qui est importante puisqu'elle est historique, elle pose les bases des racines de l'évolution de ce qu'on appelle l'islamisme politique. Mais au départ, en fait, en 1928, donc Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, crée cette confrérie des Sirwanis, donc des frères musulmans, à Ismaïlia, au nord-est du Caire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le contexte est intéressant, vraiment, et crucial pour comprendre pourquoi est-ce que les frères musulmans émergent. Le califat, le sultanat califat de l'Empire ottoman se délite, on le sait, au début du XXe siècle, et finit par être totalement donc, supprimé en 1924. 4 ans plus tard, donc, émergent plusieurs offres, plusieurs réponses aussi à la fin de ce califat, à la fin de cette ère symbolique où un califat existait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les frères musulmans tirent leurs origines aussi en amont d'un mouvement qui s'appelle la Salafia. La Salafia, c'est un mouvement de revitalisation en fait de l'identité islamique vis-à-vis des Occidentaux qui arrivent en fait au Moyen-Orient pour justement coloniser ces terres et en même temps pour revitaliser aussi l'islam que les Ottomans apparemment ne protègent pas assez. Je vais assez rapidement. Dans ce cadre-là, Hassan al-Banna, qui est donc un intellectuel puisqu'il est instituteur, crée cette confrérie des frères musulmans et dit voilà, l'islam est la solution, c'est le slogan des frères. Il dit voilà, il faut absolument qu'on revitalise donc cette identité, il faut absolument qu'on protège l'Oumma, qu'on islamise et qu'on crée un État islamique. C'est quand même dans la communauté des musulmans. Absolument. Dans ce cadre-là, si vous voulez, ils se mettent pas en concurrence directe, mais en tout cas, ils se servent de quelque chose qui en tout cas, les motive et les font agir pour pouvoir donner une réponse en fait à cette communauté musulmane qui est censée donc être en danger. Aussi, en amont, on a effectivement aussi les wahhabites qui existent depuis le XVIIIe siècle au travers d'Ibn al-Wahhab et de son discours et de la protection des princes saoudiens qui vont constituer un État à partir de ce lien, ce pacte qui a été fait entre les wahhabites et les saoudiens en 1932 puisque la monarchie d'Arabie saoudite naît à ce moment-là. Donc 1924, chute du califat, 1928, frères musulmans, 1932, la monarchie d'Arabie saoudite. Cette chronologie, il faut bien la comprendre pour saisir ensuite ce que l'islamisme politique ou l'islamisme tout court va donner à la fin du XXe siècle. Très bien. Et donc la différence avec le wahhabisme, c'est tout de même que... Voilà, ça ne s'ancre pas sur les mêmes racines. Il y a des points communs, évidemment, notamment l'islamisation totale, l'idée que l'Oumma islamia soit la seule, finalement, à donner du sens et des valeurs. Ça, c'est quelque chose que partagent tous les islamistes. Mais les wahhabites ont une fonction, c'est que déjà, ils servent la couronne, quand même, d'Arabie saoudite. C'est une différence forte avec les salafistes. Et wahhabites et salafistes, finalement, ça va être justement ce recroquevillement sur elle-même de la communauté musulmane sur des principes littéralistes, c'est-à-dire que le Coran, la Sunna sont les seules valeurs clés et on ne peut pas de toute façon dépasser ces valeurs en termes d'interprétation.
Et la différence entre un salafiste et un frère musulman, alors je le dis de manière évidemment très vulgarisée, très profane, pour que les gens comprennent, c'est qu'en général, le frère musulman voit son ennemi à l'extérieur de l'Oumma, l'occidental est son ennemi, le juif est son ennemi, le mécréant également, alors que le salafiste voit son ennemi à l'intérieur de l'Oumma, c'est-à-dire l'apostat, le munafik, c'est-à-dire l'hypocrite. Et donc on pourrait dire que finalement les frères musulmans sont des xénophobes et les salafistes des paranoïaques. Merci. Voilà. Alors, c'est une des différences entre les frères musulmans et les salafistes. Il y en a d'autres aussi sur le mode opératoire. Amélie Chély, peut-être vous pourriez nous expliquer oui. Ce qui fait, quel est en gros comment les frères musulmans, quelles sont leurs techniques d'adaptation, quelle est leur stratégie pour rétablir le califat, instaurer la charia et faire reconnaître l'islam comme la vérité absolue, puisqu'ils ont un projet qui se déroule différemment des salafistes. Oui, en fait, ça pourrait se résumer dans le mot long-termisme. Ah, le micro ne fonctionne pas? Si, ça fonctionne. Si, j'étais un peu trop loin. Voilà, ça pourrait se résumer dans le mot long-termisme. Comme disait vraiment avec beaucoup de pertinence Anne-Clémentine, en fait, vous avez d'un côté les frères musulmans qui sont véritablement dans une volonté de se river vers un ennemi extérieur, tandis que c'est quelque chose de beaucoup plus endogène et d'intra-musulman pour ce qui concerne les wahhabis. Il y aura un mouvement qui sera vraiment à la jonction des deux et qui s'appelle Al-Sahwa, sur lequel il faudra peut-être revenir parce que ça a aussi un impact sur l'évolution des modus operandi. Néanmoins, quand on fait la distinction en règle générale entre frères musulmans et salafistes, il faut aussi repréciser une autre chose, c'est que les frères musulmans sont salafistes. Tous les salafistes ne sont pas frères musulmans, mais tous les frères musulmans sont salafistes. Qu'est-ce que c'est que le salafisme ? C'est le fait de prendre pour référence le temps des salafs, c'est-à-dire des 3 premières générations du prophète à 3 égards, en gros, à 3 égards. Si on veut résumer, évidemment, il y en a bien plus que cela. C'est d'abord la question de l'orthopraxie, donc de la rigueur dans la pratique, le rapport intra-humain, interhumain plutôt, c'est-à-dire le fait de considérer les relations notamment hommes-femmes, avec la diabolisation de la mixité, mais aussi les rapports en règle générale, dans une confusion absolument pertinente du point de vue idéologique, sur lequel on reviendrait peut-être, entre le social et l'étatique. Et enfin, la volonté de revenir à un modèle califal qui a justement été détruit. Et cette destruction est entièrement imputée, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que sinon l'Arabie saoudite ne serait pas l'Arabie saoudite, aux Occidentaux. Avec une autre différence concernant d'ailleurs les wahhabis, puisqu'on y était, c'est qu'on est dans une sacralisation des frontières et absolument pas dans une perspective de restauration califale pour le salafisme wahhabi. Bref. Donc ça, c'est ce qui est commun en règle générale, avec l'exception wahhabi sur ce point-là que je viens de décrire, des salafistes. Les frères musulmans sont salafistes, c'est-à-dire qu'ils veulent tout cela. Ils veulent avoir un train avec plusieurs étapes, dont le terminus est une restauration califale avec l'imposition, enfin pardon, pas l'imposition, on va dire le respect littéral de la charia. Cependant, c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement ici, dans les années 70, il y a eu une dissension, une sorte de dichotomie, une rupture au sein même de la confrérie des frères musulmans autour d'un concept qui est prégnant, absolument fondamental, sur lequel on ne s'arrête pas assez, c'est le takfir, c'est-à-dire l'anathème. L'anathème, c'est le fait de ne pas reconnaître un musulman qui pourtant se dirait musulman comme tel s'il n'adopte pas la même lecture que soi-même. Donc le takfirisme fait partie du salafisme. C'est-à-dire que le salafiste ne veut pas reconnaître un musulman qui ne pratique pas son islam en tant que musulman. Ça a fait partie de la confrérie, donc 1928, années 30, 40, 50, 60, 70. Il y a ce débat au sein de la confrérie avec l'idée que si on continue de garder le takfir au centre des préoccupations de l'idéologie frériste, on ne va pas pouvoir grossir les rangs. Et pour s'élancer à la conquête du monde, c'est bien compliqué. On va donc mettre de côté cet élément takfiri. Évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Certains se sont dégagés de la confrérie pour ne devenir plus que des salafistes non fréristes. Tandis que, et c'est pour répondre à votre question d'implantation et d'adaptation, le gros finalement de la confrérie, les frères musulmans actuels, maintiennent le takfir, mais le laissent de côté, en font quelque chose de mise en sourdine, plus
plus ou moins. Ce qui leur permet de s'adapter à tous les environnements au sein desquels ils s'implantent. Si vous êtes dans un environnement ayant un système électoral, on va recourir aux urnes. Si vous êtes dans un environnement où tel n'est pas le cas, on va exercer des pressions. Ça peut aller jusqu'à la prise d'armes. Il ne faut absolument pas d'ailleurs détacher l'appartenance au frérisme du djihadisme armé. D'ailleurs, c'est un point fondamental qui aura, comme vous en avez un petit peu parlé, été élaboré par l'idéologue Saïd Qutb. Et voilà, c'est une volonté d'adaptation dans un cadre long-termiste. Tandis que les salafistes non fréristes, tels qu'on se les représente, c'est-à-dire ceux qui se montrent en tant que tels, qui portent le qamis, qui ont la barbe longue, ainsi de suite, sont dans une volonté de stricte application littérale et court-termiste. C'est-à-dire la rupture, c'est maintenant. Il n'y a pas ni de dérogation, ni de composition avec le système au sein duquel on se trouve. D'où, et je ne vais pas arrêter sur ce terme-là, d'où la structuration d'entités crypto-fréristes. Puisque comme on peut s'adapter au milieu au sein duquel on évolue pour pouvoir justement mieux évoluer. Même si on peut composer avec la démocratie alors qu'on n'est pas soi-même démocrate, parce qu'à terme, c'est le califat et la charia, mais on peut utiliser les ressorts de la démocratie pour se hisser le plus loin possible, de sorte à plus tard être en mesure de revenir sur ce système et de le détruire de l'intérieur. Eh bien, ça veut dire qu'on peut aussi s'associer à des personnes qui n'appartiennent pas à la confrérie, qui ne sont peut-être même pas musulmanes du tout, qui n'ont aucun background, mais qui ont des postures qui peuvent être favorables à leur progression. C'est cela que j'appelle les crypto-fréristes. Donc on va utiliser tous les codes, toutes les apparences, par exemple en l'occurrence de la démocratie, pour mieux retourner ces valeurs démocratiques contre elles-mêmes. Oui, je pense que parmi les exemples, mais on va y revenir, je pense, beaucoup plus longuement tout à l'heure, mais regardez ce qui s'est passé en Turquie. C'est quand même un double paradoxe. Sur alors, le premier musulman... Oui, juste là-dessus par rapport à la question de la démocratie. Mais finalement, toutes les étapes de conquête frériste sont incarnées par la démocratie, par la Turquie, excusez-moi, parce que c'est par le recours aux urnes qu'on a eu la KP parti frériste de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir, et puis ensuite un référendum qui donne des pouvoirs au président, qui confine au plein pouvoir et qui permet une censure qui fait partie des étapes fréristes. Merci. Lorenzo Vidino, peut-être vous pourriez nous expliquer comment la confrérie fonctionne en Occident, puisque là, on a bien vu avec Amélie que les frères savent utiliser les codes et les valeurs de chaque pays pour s'implanter. Peut-être pourriez-vous nous rappeler brièvement, historiquement, comment les frères sont arrivés en Europe, dont la France, et comment leur projet a évolué. Et je sais que vous catégorisez un peu les frères musulmans, et vous pouvez parler de leur dangerosité aussi. Je suis désolé que je vais parler en anglais, parce que le sujet a besoin de précision. Mon français, c'est terrible. Désolé. Donc ça commence dans les années 50, 60. Certains de membres très élevés donc des frères musulmans viennent en Occident, ils viennent de plusieurs pays. On avait parlé donc des hauts responsables des frères musulmans, et puis un grand nombre d'étudiants aussi qui viennent étudier en Europe et aux États-Unis. Donc ils ont commencé à créer des réseaux, et donc ça ne faisait pas vraiment partie d'un complot pour islamiser l'Ouest. Finalement, ils ont trouvé des sanctuaires où ils pouvaient poursuivre leurs activités là où c'était pas possible, d'où ils venaient. Mais les choses ont un petit peu changé, à savoir qu'il y a des personnes qui sont restées, qui ont créé des réseaux. Et donc il y a 4 catégories. Si je vais dans le monde arabe, je peux rencontrer quelqu'un qui me donne sa carte de visite et qui me dit « je suis membre des frères musulmans ». C'est très différent en Europe. Quand on parle de goulag, d'islamo-gauchisme, ce sont des choses qui n'existent pas dans d'autres pays. Donc on dit que ça n'existe jamais, évidemment, et les frères musulmans en Europe, ça n'existe pas non plus, bien sûr, dans la bouche de certains. Donc on a des responsables, de très hauts responsables des frères musulmans qui vivent ici, qui donc vivent selon les valeurs occidentales, mais qui s'intéressent avant tout à leur pays.
Mounir à Londres, par exemple. Il ne parle pas un mot d'anglais, d'ailleurs. Ça fait 40 ans qu'il est à Londres. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie. Donc, il y a des réseaux qui ont été créés par des membres de la confrérie dans les années 50-60, peut-être un peu plus tard en France, dans les années 70. Donc, c'est pas ouvert, pas public, on pourrait dire secret, et qui reproduisent les mêmes dynamiques que celles des pays arabes, le système de l'Oustra, du recrutement, toutes les formalités. On a la même structure pyramidale que celle qui est en Égypte, en Syrie, au Liban, en Libye, mais qui sont reproduites à une toute petite échelle. En Europe, on parle de centaines de milliers de membres en Égypte, par exemple, mais dans les pays européens, on aurait quelques centaines de pays, peut-être un peu plus d'un millier dans des pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Donc tout est secret. Donc il y a la face publique, la façade, et puis il y a l'arrière-boutique. Et donc l'arrière-boutique, c'est le système dont on nie l'existence, et puis la façade, eh bien, c'est le visage public, ce qu'on appelle en France donc les musulmans de France. En Allemagne, ça a un autre nom, l'association musulmane de Grande-Bretagne. Donc on a des organisations publiques qui ont des noms qui sont censés montrer qu'on est modéré et qu'on représente les musulmans, donc qu'on est représentatif. Et bien sûr, ils nient leur lien avec les frères musulmans, donc il y a tout un jeu sémantique. Ils disent non, on n'est pas des frères musulmans, on n'a pas de lien avec le Caire, ce qui techniquement est vrai. Donc voilà, il y a tout un tas d'astuces. Il y a une quatrième couche, on en a parlé, c'est des islamistes woke, donc de la première, de la deuxième génération, qui viennent de milieux des frères musulmans, mais qui utilisent un langage complètement différent dans la manière de se présenter, par exemple. Et donc on a ces quatre niveaux, et ces quatre niveaux, bien sûr, interagissent les uns avec les autres. Hein. C'est une grande famille. Donc c'est très différent des pays à majorité musulmane. Donc ils sont pragmatiques, ils peuvent s'adapter, très souples, et donc ils savent qu'ils ne vont pas créer d'État islamique en France, en Suisse, au Portugal. Ça n'arrivera pas, mais ils peuvent faire plein de choses. Donc d'abord, ils utilisent l'Europe en tant que sanctuaire pour se protéger par rapport à des agissements qu'ils ont eu dans leur pays d'origine, mais à partir des années 80, ils ont compris qu'il y avait un énorme potentiel en Europe, en Occident. Et donc les publics, ce sont les communautés musulmanes et l'establishment. Pour ce qui est des communautés musulmanes, comme Youssouf Qaradawi dans son traité des années 80, les diasporas, ce sont les meilleurs publics cibles pour en ce qui concerne leur vision politique, sociale et religieuse. Et donc, avec leur capacité de mobilisation, les frères musulmans peuvent amener certains publics à partager leur vision ou à tendre vers leur sphère d'influence. Ensuite, il y a le deuxième cible, c'est l'establishment, donc les gouvernements, les médias, la société civile. Et là, l'idée, c'est qu'on soit considéré comme des interlocuteurs modérés, fiables, quelque part les gardiens du temple. Donc si vous voulez parler aux musulmans belges, venez nous voir, nous, si vous voulez régler régler des problèmes liés au conflit israélo-palestinien ou à l'école, venez nous voir. Ça dépend, ce que le système permet également en France. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en Suède, au Royaume-Uni, on a des systèmes multiculturels et là, c'est très différent. Donc on est sur vraiment le management, la gestion de l'islam. Ça me fait penser qu'on a abordé la Belgique un petit peu tout à l'heure dans la table ronde précédente. Vous parlez de la France, de la Suède, mais les frères musulmans se sont particulièrement implantés à Bruxelles. On comprend bien pourquoi. À Bruxelles, c'est assez facile. Vous traversez la rue et vous êtes au cœur des instances européennes. Et particulièrement à Bruxelles, on voit des lobbies frères musulmans qui ont, comme vous l'avez dit, travaillé les médias, travaillé les syndicats, travaillé les réseaux antiracistes,
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, tout en s'alliant avec le wokisme qu'on a aussi évoqué, comment ces frères musulmans se sont infiltrés dans ces instances européennes? Beaucoup de facteurs, mais le principal, c'est prendre avantage de la naïveté, de l'ignorance et parfois des calculs politiques des politiciens européens. C'est la même dynamique que l'on peut voir dans tous les pays, mais appliquée au niveau européen. Donc, à débuter par les années 80, ils ont créé 2 grandes organisations, bien sûr à la façon des frères musulmans, beaucoup plus d'autres, mais basées à Bruxelles, la Fédération des organisations islamiques en Europe et le FEMISO, qui est l'organisation des jeunes. À l'origine de cette campagne pro-hijab dont on a parlé tout à l'heure, du Conseil de l'Europe, financée par l'Union européenne. Et alors pourquoi ces organisations ont tellement de réussite pour l'obtention des subventions, des lobbies? Parce que ce sont les seuls qui se montrent. Ce sont les seules organisations qui vont aller faire du lobbying dans les Européens. Tous veulent le faire, mais eux, ils ont leur bureau à vraiment un pâté de maison de la place Schuman, de la Commission européenne. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Et ils trouvent des voies sympathiques, ils organisent des événements. Ils ont leur façon de faire de l'entrisme depuis 30 ans. Et aucune autre organisation islamique ne le fait, aux musulmanes. Donc c'est pas très difficile de trouver des politiciens qui, pour des raisons différentes, mais moi je dirais principalement par ignorance, parce que je suis gentil, mais parfois il y a d'autres mobiles, mais disons par ignorance, les traitent comme des interlocuteurs bona fide, parce qu'ils envoient des gens charmants, qui n'ont pas, si vous voulez, ce ne sont pas des salafistes avec le couteau entre les dents. Donc depuis 30 ans, cette politique a été une réussite. On a parlé de l'islamisme woke, mais ça c'est autre chose. La façon dont on le voit, c'est que ça a été subventionné par des identités gouvernementales et non gouvernementales. La 2e génération, la 3e génération des gens qui viennent de ces milieux et utilisent le langage woke pour faire un lien avec les organisations mainstream. Ça leur permet d'utiliser des concepts islamistes d'une façon plus progressiste, entre guillemets. Et par exemple, le narratif anticolonial, le récit anticolonial, on peut parler de blanchitude, par exemple. La politique identitaire, la façon dont les islamistes attaquent les pays nordiques. Ils ont besoin d'espace pour maintenir leur identité. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la charia, ça signifie leurs propres écoles en dehors du système suédois. Parce que sinon, ils sont opprimés par la société suédoise grâce à leur discours. Donc ça permet à la nouvelle génération de frères musulmans de faire ce que la première génération n'a pas pu faire. C'est-à-dire véritablement d'arriver dans le mainstream, dans le courant principal, et plus que l'argent, parce que l'argent qui vient de l'Union européenne, c'est pas beaucoup d'argent pour l'instant. Bien sûr, ça devrait être arrêté immédiatement, mais ça fait pas de différence par rapport à l'argent qu'ils reçoivent du Golfe. Mais c'est la légitimation qui vient avec l'argent. Les 30 000 € que la FEMISO obtient pour faire une campagne, ils peuvent l'avoir en quelques instants 10 fois plus des pays arabes musulmans. Mais de faire une campagne grâce à une subvention de l'Union européenne, ça les blanchit, ça leur permet de faire ce qu'ils veulent. Anne-Clémentine Larocque, vous dites que j'ai lu dans votre livre que un des mouvements les plus puissants des frères musulmans, c'est l'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, qui est donc un organisme français. Alors, oui, vous voulez que je commente par rapport à ça? Oui, bien sûr. En France, on a été concerné en effet plus tardivement, c'est-à-dire dans les années 80, puisque Saddam Hussein, qui était quand même censé être socialiste laïque avec son parti Baas, envoie Mahmoud Zouher en France.
Et celui-ci va créer en 1983 l'Union des organisations islamiques en France, qui va devenir de France. Petit élément sémantique qui montre la différence d'implantation et de vision aussi d'implantation sur le territoire national. Et à partir de ce moment-là, effectivement, en 1989, donc 6 ans plus tard, va être créé le FOIE, qui est effectivement la Fédération des organisations islamiques en Europe et d'Europe. Et dans ce cadre-là, la France a été pilote dans la mise en place justement de cette structure qui va véritablement montrer que, eh bien, un entrisme, le communautarisme, effectivement, est quelque chose qui peut être acceptable même en terre laïque, et que finalement, on peut être effectivement d'origine frériste et être activiste en France. Ensuite, les musulmans de France existent depuis 2017. C'est intéressant de voir aussi la sémantique utilisée. Les musulmans de France, ça y est, ils sont implantés, et en plus, il y a une représentativité possible de l'ensemble des musulmans français. C'est un peu la même stratégie pour les organisations terroristes djihadistes par rapport aux musulmans de manière générale. Alors, quand vous vous appelez groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, vous n'êtes plus Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est quand même une volonté aussi d'englober, d'encadrer finalement une communauté que vous visez pour faire partie justement de votre structure. Et donc, à partir de ce moment-là, l'UOIF va aussi, je dirais, essaimer dans des associations. Il y a 500 à peu près associations en Europe, je pense aujourd'hui même plus, qui ont un lien avec justement cette doxa frériste. Et en France particulièrement, en 1992, va être créé l'Institut européen des sciences humaines. L'Institut européen des sciences humaines, il y en a en fait en réalité 7 aujourd'hui en Europe. Il y a une stratégie évidemment européenne qui vient de la France, puisque le premier a été créé dans le Morvan, à Saint-Léger-du-Frougeret, donc vers Château-Chinon. Et donc c'est l'IESH de Château-Chinon qui a vu quand même passer des gens qui aujourd'hui sont dans les dossiers de terrorisme islamiste, comme Abdelkader Mera, qui a été inscrit 3 semaines à Château-Chinon. Inès Madani, elle a été inscrite, donc celle des bonbonnes de gaz, a été inscrite à l'Institut européen des sciences humaines de Saint-Denis, qui a été créé en 2001. 2001, date clé, quand même. Puis en 2018, on crée l'Institut européen des sciences humaines à Strasbourg. Donc il y en a 3 en France, 2 en Angleterre, 1 en Allemagne et un autre en Finlande, à Helsinki, qui a été créé. Donc ces IESH sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils n'ont pas de but à former des djihadistes, attention, qu'on soit clair. Mais ce sont des lieux de socialisation qui peuvent être des lieux de socialisation, effectivement, à un moment donné, radicales, même si, franchement, ils prouvent à la justice que ce n'est pas le cas, je tiens bien à le dire. Il n'y a pas eu, on n'arrive pas en tout cas à avoir effectivement d'infractions qui prouvent justement le fait qu'ils puissent véhiculer ce type de structure, de discours. En revanche, il y a une circulation possible et donc une rencontre de certains protagonistes qui voudraient aller plus loin. Et dans ces instituts donc, européens des sciences humaines, ça existe. Ils ont été en lien en plus, alors là je parle dans le Dar al-Islam plus que dans le Dar al-Kufr, Dar al-Islam, ils ont été en lien. Dar al-Islam qui sont les, voilà, le les monde arabo-musulman, voilà. les territoires géopolitiquement, donc du califat à un moment donné, mais qu'on peut aujourd'hui effectivement retranscrire sur le monde arabo-musulman. Enarda, donc vous savez, parti tunisien d'origine frériste, hein, ils ne se disent pas fréristes, mais en tout cas on peut dire qu'ils sont effectivement crypto-fréristes, eh bien voilà, des proches de Ranouchi sont venus plusieurs fois à l'IESH de Château-Chinon pour décorer une promotion, la promotion de l'année. Également, l'activiste Karadawi est venu aussi à l'issue de la première formation justement donc d'étudiants en 92 dans le Morvan. Donc, vous voyez, il y a quand même une porosité et des circulations qui existent aussi entre certaines figures fréristes du monde arabo-musulman et ce qui se passe effectivement en France. Encore une fois, c'est légal. C'est-à-dire que toutes ces associations, toutes ces structures, donc là c'est des instituts privés bien évidemment, mais qui sont reconnus par l'enseignement supérieur français, existent et peuvent contribuer à la formation d'imams, à la formation effectivement d'étudiants qui apprennent l'arabe pour la plupart et qui peuvent aller 2 semaines l'été faire une formation qui n'a rien à voir avec l'islamisme radical, on est bien d'accord. En revanche, ça peut être effectivement ces lieux, ces espaces qui permettent en fait au maillage de se structurer vers un maillage qui peut être plus radical. C'est toute la difficulté actuellement en France qu'on peut constater, c'est justement d'aller retoucher à des choses qui ont été acceptées aussi et qui ont contribué depuis 92 quand même, donc on parle de 30 ans, hein, à justement peut-être diffuser certaines idées qui, encore une fois, ne sont pas toutes radicales.
les chefs, les directeurs, entre guillemets, des IESH français sont extrêmement clean sur leur manière, en tout cas, d'annoncer et de montrer ce qu'ils proposent à des gens qui payent pour ça. Il n'y a pas de, si vous voulez, voilà, c'est assez fin, c'est en granularité. Alors on touche là une des spécificités du frérisme, qui est, Amélie Chély, vous le dites bien dans le dictionnaire des islamismes, contrairement aux salafistes qui, comment dire, vont du bas vers le haut, chez les frères musulmans, on va du haut vers le bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, c'est les deux. En fait, pour les frères musulmans, il y a les deux. En fait, vous avez un programme en 4 points qu'on a souvent associé au signe de la rabia, le signe comme si on présentait 4, qui représente les étapes par lesquelles arriver justement à ce terminus dont on parlait tout à l'heure. Ça commence, et ça, encore une fois, c'est vraiment à partir des années 70 qu'on a vu cette volonté de passer par le haut pour ensuite insuffler vers le bas, parce que tous les salafistes, en règle générale, recourent à la première des deux méthodes que nous exposons ici, c'est-à-dire c'est celle d'un homme en vaut 10. C'est-à-dire que la prédication salafiste, c'est je vais opérer, je vais diffuser en fait ma façon de concevoir l'islam radicalement, littéralement à 10 personnes autour de moi, qui elles-mêmes le feront quand elles seront salafisées. Et en fait, mécaniquement, c'est ainsi qu'ils se représentent les choses. Quand la base sera dans son intégralité salafisée, il y aura un renversement du pouvoir. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça que les choses sont censées se trouver, mais voilà, il y a cette vision-là. En revanche, à partir du moment où on a commencé à mettre de côté cet élément takfiri, c'est-à-dire de l'anathème, on a commencé à structurer une nouvelle façon, finalement, de progresser, façon un peu plus cheval de Troie, hein, par le haut. On rentre par le haut, par les institutions, pour insuffler vers le bas. Ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne totalement la technique prédicative par le bas aussi. Donc le tamkin ou la rabia, c'est d'abord présenter l'islam tel qu'il est censé être authentique de leur point de vue, c'est-à-dire un islam qui peut trouver des contours internationaux authentiques et qui dépasserait toutes les hétérodoxies et toutes les écoles jurisprudentielles dont l'islam est traditionnellement parcouru. Ensuite, c'est la sélection, c'est-à-dire c'est extrêmement sélectif, comme vous l'expliquez. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une volonté d'une constitution d'élite. On n'est pas dans un recrutement massif, comme on a pu l'observer dans des groupes qui, pour le coup, eux, sont exclusivement djihadistes comme Daesh, qui était vraiment beaucoup plus dans une massification. Cette sélection, ça passe aussi par la bay'a, c'est-à-dire le fait de délivrer une allégeance, enfin de prêter allégeance, mais encore une fois, il faut vraiment montrer patte blanche. D'ailleurs, la personne qui délivre les certifications d'appartenance à la confrérie se trouve en Belgique. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez l'affrontement. La troisième étape, c'est le fait qu'une fois que cette élite est constituée, il faut envoyer ces petits soldats pour justement se confronter à tout ce qui, de l'Occident, incarne un concept qu'il faut absolument comprendre, c'est la jahiliya. Alors c'est un concept qui existe de façon traditionnelle aussi, c'est le passé d'ignorance. Traditionnellement, c'est censé caractériser des territoires avant leur islamisation. Par exemple, l'Égypte d'Isis et d'Osiris, c'était la Jahiliya de l'Égypte, ou la Perse de Kourosh, c'était la Jahiliya de la Perse. Mais avec Seyyed Qutb, donc l'idéologue des frères musulmans, la Jahiliya devient tout ce qui n'entre pas dans le cadre d'une perspective d'application chariatique, d'une part, et d'autre part, d'un modèle de construction par la hakimiyya, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu, l'établissement califal en d'autres termes. Donc, il faut absolument lutter contre tout ce qui se trouve appartenir à la jahiliya. Et enfin, le quatrième point, c'est la domination et le tamkin, c'est-à-dire l'émancipation de tout ce qui n'est pas islamiquement authentique. Merci. Donc ces islamistes très diplômés, bien sous tout rapport. Oui. Alors, vous savez effectivement de tout. On parlait des imams qui peuvent incarner des interlocuteurs fiables. On pourra d'ailleurs longuement y venir si vous le souhaitez. Mais il y a aussi parmi les frères musulmans des personnes qui ont un discours beaucoup plus décomplexé. Je pense que l'un des meilleurs exemples, au-delà du global mufti, comme on l'appelle, le Cheikh Qaradawi,
Youssef Qaradawi. Il y a Mustapha Graf, qui était l'imam de Manchester, frère musulman, et qui aura notamment beaucoup inspiré le jeune homme qui s'est fait exploser à la sortie du concert d'Ariana Grande. Hein, donc et qui passait son temps à exhorter les musulmans à tuer des juifs et à jeter des homosexuels par la fenêtre. Hein. Donc vous avez aussi des personnes qui sont beaucoup moins dans le cadre de ceux qu'on pourrait considérer comme des interlocuteurs fiables. À côté de ça, vous avez donc, comme on n'a plus cette perspective takfiri et qu'on peut finalement se mêler au reste de la population sans opérer cette fameuse césure avec en son sein la diabolisation de la mixité, parce que ça pose un problème pour faire des études, vous avez effectivement des personnes qui vont très très loin dans les études, et ça fait partie de la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape sélection, parce qu'il faut avoir des frères musulmans dans absolument tous les domaines, la médecine, le droit, pas que le religieux, il faut absolument en avoir partout, la politique n'en parlons même pas, évidemment. Mais juste pour donner un exemple, du lien qu'il peut y avoir entre études, faculté d'adaptation et d'implantation et diffusion du message. Quand on regarde, par exemple, la personne dont je vous parle ici qui délivre les certifications d'appartenance à la confrérie en Europe, il se trouve en Belgique, c'est un ingénieur en, en résistance de matériaux, pardon. Et ce qu'il fait, c'est qu'il propose des tarifs défiant toute concurrence au bourgmestre, c'est-à-dire au maire. Et puis en échange, puisque forcément ça intéresse les municipalités, en échange, il demande à pouvoir monter des associations, ce qu'il fait, qui ressemble grandement à ce dont vous parliez, c'est-à-dire on fait quelque chose qui prend pour prétexte l'aide aux devoirs ou le soutien aux familles qui ont du mal avec l'administratif du fait de ne pas avoir le français comme langue maternelle, ainsi de suite. Et puis finalement, il y a des financements qui partent et puis il y a un travail assez insidieux d'endoctrinement. Alors ces associations dont vous parlez, ce tissu associatif qui a été très investi par les frères musulmans, notamment à Bruxelles, bon, parfois il y a certaines associations, organisations, des syndicats sont quand même repérés. Et une des particularités du système des frères musulmans, c'est ces associations s'éteignent, mais elles réouvrent systématiquement avec un autre acronyme, sous un autre sigle. Alors on a eu l'exemple en France avec le CCIF, qui, une fois qu'il a fermé ses portes, est tout de suite parti à Bruxelles. Toute l'équipe s'est exportée à Bruxelles. Donc ça, c'est quand même assez typique. Oui, il y a ce qu'on appelle aussi les jardins, c'est très intéressant. En fait, en 2016, quand il y a eu le double attentat de Zaventem, l'aéroport de Zaventem et de la station de métro Malbec, vous avez eu dans la foulée une commission post-attentat pour lister en fait toutes les mosquées, tous les imams, toutes les associations qui pouvaient poser problème. La plupart d'entre elles étaient beaucoup plus dans une posture salafiste que frériste à proprement parler, mais du coup, beaucoup d'imams se sont retrouvés sur la sellette. Et une grande partie d'entre eux ont décidé, comme à l'époque, en 2016, donc on était dans un discours beaucoup plus complexé concernant la confrérie des frères musulmans, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun problème à dénoncer les salafistes, qui s'affichaient comme tels. On avait encore un peu plus de difficultés à considérer que les frères musulmans étaient aussi des ennemis. Hein. Donc beaucoup d'entre eux se sont tout de suite mis côté non, mais j'appartiens à la salafia, oui, mais je ne suis pas un salafiste tel que vous les décrivez, je suis un frère musulman. Et ils se sont mis à ouvrir ce qu'on appelle des jardins, c'est-à-dire des grandes salles qui sont là pour accueillir majoritairement des élèves issus de l'immigration aux familles trop nombreuses pour pouvoir décemment étudier chez eux, donc leur offrir un espace pour pouvoir le faire, sauf qu'il se trouvait que dans les salles adjacentes, beaucoup plus petites, dans lesquelles on se rendait pour pouvoir discuter, quand on voulait justement rompre avec le silence de la salle d'études, se trouvaient aussi des personnes qui étaient frères musulmans. Et donc vous avez vu une sorte de déversement d'abord du salafiste non frériste vers le frérisme qui était considéré comme beaucoup plus audible ou beaucoup plus facile à porter comme étiquette. Et puis progressivement, en fait, quand on a commencé à dénoncer aussi la confrérie, on a vu une sorte de continuité, non seulement d'une association à l'autre, et puis on a énormément d'exemples qu'on pourrait citer, mais aussi au travers de transformation finalement des lieux de sociabilisation avec les jardins. Alors, toutes ces associations, Anne-Clémentine Larocque, bénéficient des subventions des pouvoirs publics. On le voit particulièrement en Belgique, on l'a aussi en France. Mais il y a aussi deux pays qui sont aujourd'hui un peu les emblèmes des frères musulmans. Le Qatar, qui est une monarchie wahhabite,
Et puis la Turquie, Oui. dont on a parlé tout à l'heure. Quel rôle elle joue Oui. financièrement, et puis aussi les liens qu'elle entretient avec les frères en Même Europe et symboliquement. en France. Oui. Déjà, juste une petite chose, je voudrais juste peut-être préciser quelque chose, c'est qu'effectivement aussi dans la confusion classique qu'on fait entre les salafistes et les frères musulmans, c'est la pratique de la dawa. Vous savez, la dawa, c'est la prédication. Et à un moment donné, effectivement, les frères ont dû, manifestement, du fait des enjeux géopolitiques, de leurs relations avec les dictateurs type Sadat, mais aussi en Arabie Saoudite, etc., ils ont dû nécessairement aussi mettre en place ce qu'on appelle la dawa. J'avais rencontré, dans le cadre de l'enquête que j'ai faite, l'islamisme au pouvoir, j'ai fait pendant 2 ans, en fait, une enquête en Tunisie, au Maroc et en Égypte pour essayer de comprendre en fait les modalités d'implantation démocratique de ces partis fréristes dont je parlais, le PJD, Narda et le PLJ à l'époque où Morsi a été élu. Et j'ai pu rencontrer en fait Abou Al-Foutour, qui était donc un grand shir frère musulman des années 70-80. J'ai eu la chance de le rencontrer avant qu'il ne se fasse emprisonné par Sisi en 2018, il est encore en prison actuellement, et il m'avait expliqué justement que lui était parti de la confrérie à la fin des années 2000 parce que précisément il n'était pas d'accord avec le principe de dawa, qui ne fait pas partie justement pour lui de l'étiquette frériste dawa, de base. comme la prédication. Donc, ce que font beaucoup les salafistes. Et le fait effectivement d'avoir cette barbe en broussailles, le fait de se salafiser physiquement, c'est quelque chose qui arrive effectivement dans les années 90-2000 davantage, y compris dans le Dar al-Islam, donc dans le monde arabo-musulman. Pour répondre à votre question maintenant, effectivement, l'évolution, la trajectoire des frères, on pourrait en parler pendant 4 heures. Le fait effectivement qu'ils ne puissent plus exister en Arabie Saoudite, ou surtout en Égypte depuis la fin 2013, début 2014, parce que Sisi les a anéantis entre guillemets en les affublant d'être une organisation terroriste. Effectivement, il y a eu reconstitution du réseau et aussi des bureaux. Alors, c'est toute une question, justement, le bureau de la guidance, etc. Est-ce qu'il y en a encore un qui prend le dessus sur les autres? En fait, le Qatar et la Turquie, d'Erdogan, accueillent effectivement la structure politique serait plutôt en Turquie et la structure, je dirais, de l'exil des frères, justement, serait plutôt au Qatar. Et en fait, les 2 pays se parlent contre aussi un autre groupe de pays qui sont donc Émirats arabes unis, Arabie Saoudite évidemment et Égypte. Donc on a vraiment aussi une géopolitique, si je puis dire, de l'influence frériste avec en effet un front Émirats arabes, Arabie Saoudite et Égypte. Donc l'Arabie Saoudite aidant, vous savez, l'Égypte aussi financièrement très fortement. On a un front qui lutte contre l'entrisme des frères musulmans, même si Erdogan se charge aussi en amont, ça je l'ai écrit dans un article Moyen-Orient, d'aller voir depuis à peu près 2-3 ans, depuis qu'il met en place sa pratique un peu de la politique étrangère, on va dire ouverte. Il va voir les Algériens, il va voir les Marocains, pour stimuler les relations aussi entre frères musulmans du Moyen-Orient et frères musulmans du Maghreb. Et ça, c'est quelque chose qui existe actuellement. C'est-à-dire que la Turquie est un modèle, en effet, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, évidemment depuis 2001-2002, mais aussi, ils sont force d'action et force de proposition pour, je dirais, stimuler, revitaliser justement cette confrérie qui est aussi, comme les organisations d'ailleurs terroristes djihadistes actuellement, en recomposition et en restructuration. Alors comment elle s'y prend avec les associations fréristes qui œuvrent en Europe? Parce qu'on a l'impression qu'elle est toujours un peu en toile de fond. Oui. Oui, alors après, pour le financement, moi, je ne pourrais pas me prononcer ici, travaillant pour la justice en plus. Je vais pas, mais on est d'accord qu'elle finance, déjà, d'une part. Bah, en tout cas, oui. D'ailleurs, dans 5 petites minutes, je suis désolée de vous couper. Oui, bien sûr. Il y a des relations, il y a des liens. Ce que je vous disais avec les IESH tout à l'heure, ça ne veut pas dire que la Tunisie a financé l'IESH de Château de Chinon, mais en tout cas, il y a une promotion qui est faite, un accompagnement qui peut se faire de manière très claire. Ouais. Merci. Alors, comme on approche de la conclusion, je vais vous demander à tous les 3 peut-être quelle solution, enfin je ne dis pas que vous avez les solutions, mais au moins peut-être de nous donner quelques pistes, comment les pouvoirs publics peuvent lutter, et puis comment l'Union européenne elle-même pourrait lutter contre cet entrisme des frères. Lorenzo? Sure. Obviously, there's no one. Il n'y a pas de solution facile. La première, c'est la connaissance. Et je crois que la France, de ce point de vue, fait beaucoup mieux que la plupart des pays européens en ayant un débat public extrêmement puissant en France, qui est à la fois au niveau gouvernemental, mais aussi dans les médias.
sur faire les distinctions politiques. Ça, c'est extrêmement franco-français. Hein. C'était différent il y a 5 ans. Aucun pays européen n'a ce type de débat, ce type de connaissance. Ces questions sont plus ésotériques dans d'autres pays et souvent dans l'escarcelle de la droite. Et ça, c'est un problème. Le gouvernement autrichien est très actif. Il a créé une entité publique, une sorte d'observatoire, ce qu'en France on appellerait un observatoire de l'islam politique, dont le but est de produire de l'information sur ces dynamiques extrêmement complexes pour les acteurs publics. Et la deuxième recommandation que j'aurais, c'est ce qu'en anglais serait l'engagement au pouvoir. C'est pas réaliste de penser que vous pouvez ignorer le sujet et que vous pouvez... parce que ces gens-là existent, ils ont du pouvoir, mais le pouvoir est beaucoup plus grand que leur nombre, mais ils existent. Et ce qu'on fait, c'est en les défiant, parce qu'on cherche un interlocuteur, on les responsabilise, on les rend. On dit que, en fait, on les fait passer pour être ce qu'ils ne sont pas. Si vous êtes un homme politique et que vous ne les rencontrez pas, à ce moment-là, on vous traite d'islamophobie. Alors vous posez la question, mais alors qui je parle? C'est quelque chose de très compliqué, parce qu'en les rencontrant, vous leur donnez une respectabilité. Bon, il y a l'idée aussi d'avoir ces conversations avec ces gouvernements qui en débattent, et c'est jamais avoir un événement avec un membre qui vient de ce milieu, parce qu'à ce moment-là, il y a une respectabilisation. Il y a un événement pour le ramadan, d'accord, vous êtes le maire de la ville, très bien, donc vous aurez quelqu'un du milieu de la confrérie, mais vous demanderez aussi qu'il y ait des gens avec des organisations opposées, même s'ils ne sont pas aussi organisés que les frères musulmans. Bon, ça c'est bien. Et puis le troisième argument, qui est d'être beaucoup plus dur à mettre en application les lois. Vous savez, c'est mon approche à Al Capone. Comment est-ce qu'Al Capone a été abattu? Pas parce qu'il a tué beaucoup de gens, mais non, il a été abattu. C'est parce qu'il ne payait pas ses impôts. Et ben voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait le FBI? Qu'a fait le FBI? C'est un informateur et avoir une application ferme de la loi sur des choses autres que, par exemple, que l'application de la loi sur les religions. Non, par exemple, mais ces entreprises et ces associations ne payent pas leurs impôts correctement, par exemple. Tout ce qui peut être fait pour diminuer l'influence qu'ils ont doit être fait. Des associations qui se tient dans le cadre de la loi. Je pense que le premier pas qu'on a fait est très très récent. C'est une remarque que nous faisions entre spécialistes de ce sujet. Ce n'est véritablement qu'avec l'assassinat de Samuel Paty qu'on a commencé finalement à avoir un discours décomplexé vis-à-vis des frères musulmans. Jusqu'alors, c'était islamisme qui pouvait être visé, djihadisme, salafisme depuis 2011, puisqu'on voyait avec la visibilité du conflit en Syrie que ça pouvait être une arme qui se retourne contre nous dans la continuité de ce que nous avions connu dans les années 90. Mais c'est véritablement à partir du moment où on a vu la constitution finalement d'une sorte de dynamique autour d'Abdullah Ranzorov, qui comptait dans ses rangs ces frioui, voilà, du collectif Cheikh Yassine, qu'on a commencé à décomplexer son discours. Donc ça, c'est une étape, mais vous voyez, on part quand même avec une mission qui commence à oser poser des mots que depuis seulement 2 ans. Ensuite, la deuxième chose, me semble-t-il, c'est la compréhension non seulement de la confrérie, de son fonctionnement, mais aussi de sa structure et de la solidité de cette structure. Je donne juste un exemple. Pour revenir dans un cadre belge, quand il y a eu cette fameuse commission post-attentat dont nous parlions, il y a eu aussi une pointée du doigt la LIM, la Ligue islamique mondiale saoudienne, qui tenait bonne place dans le cadre d'un
d'un bail de 99 ans avec Bruxelles à la mosquée du cinquantenaire. Donc très rapidement, on s'est rendu compte que la diffusion des discours littéralistes dans le cadre de cette mosquée qui était aussi censée investir la couleur de l'islam belge, puisque c'est la plus grande, c'est la plus représentative, devait finalement laisser sa place, c'est-à-dire la lime devait partir. On a reconcentré ses efforts sur quel interlocuteur pour la communauté musulmane avec l'État, sachant que la Belgique est un État neutre et non laïque. Hein, il faut qu'il y ait un interlocuteur par religion. Et donc ça a été l'EMB, l'exécutif des musulmans de Belgique. Étant donné que les deux plus grandes communautés musulmanes en Belgique sont d'abord les Marocains, ensuite les Turcs, il s'est agi d'envisager l'EMB comme ayant toujours à sa tête soit un président turc et un vice-président marocain, soit un président marocain et un vice-président turc. Bien. Cela fonctionnait ainsi, avec notamment l'officine marocaine bien connue qui s'incarnait en Salah et Chalaoui. Bon. Peu de temps après, c'est là que je veux véritablement en venir, il y a eu un changement ministériel. Or, le religieux dépend du ministère de la Justice en Belgique, et le nouveau ministre arrive et dit, bon ben, un islam belge endogène est prêt. On peut se défaire de la tutelle marocaine et de la tutelle turque. C'était certainement faux. Et le danger est celui-là. Qui est sur les starting blocks très structurés pour pouvoir finalement prendre le poste de l'islam le plus authentique et le plus représentatif et le plus fiable, puisqu'on a beaucoup de diplômés dans ces rangs, ce sont les frères musulmans. Donc, ouais, il faut aussi prendre en considération et de prendre toute la mesure de la solidité de leur structuration. Merci Amélie. 30 secondes, c'est ça? Allez-y. Oui, j'ai 30 secondes. Donc, moi, je pense qu'on a parlé du haut et du bas. Hein. Les frères agissent par le haut et par le bas. Il faut absolument qu'on fasse la même chose, en réalité. C'est-à-dire que, aussi, prendre par le bas, c'est-à-dire peut-être faire un peu un constat d'humilité par rapport à nous. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que l'Occident aussi est face à ce problème actuellement? J'ai écrit dans le livre Le trou identitaire sur les mémoires refoulées des mercenaires de l'islam une hypothèse là-dessus. C'est que je pense, moi j'ai été prof en ZEP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant 6 ou 7 ans. Et la meilleure manière de lutter contre toute cette problématique en isme, c'est déjà de parler de ce qui s'est passé avant, correctement, en réconciliant effectivement le problème des mémoires et de l'histoire, qui est quand même le sujet. Ça, c'est à l'école qu'il faut le faire. C'est dans tous les lieux de socialisation aussi des jeunes, les MJC, voilà, les clubs sportifs, etc. Je pense que c'est quand même le truc vraiment à développer, leur faire parler de leur identité qu'ils ne connaissent pas, parce qu'en réalité, ils sont dans un domaine identitaire pour certains, voire dans un chaos identitaire pour d'autres. Ça, c'est quand même la première des choses. Relié avec notre histoire aussi, c'est-à-dire vis-à-vis de la colonisation de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, et du Moyen-Orient. Hein, on a quand même aussi une histoire assez riche là-dessus. Et après, par le haut, en effet, le discours des Mureaux, c'est 14 jours avant Samuel Paty. On est dans ce moment où le procès Charlie Hebdo va révéler, en fait, rendre visible ce qui se produit en France depuis 30 ans. Et cette visibilité, il ne faut pas l'oublier. Moi, je vois souvent, quand on nous parle d'attentats, les Français qui, ensuite, repartent dans autre chose et sont un peu dans une forme d'amnésie par rapport à ce qui a pu se passer. Les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, ça, c'est leur mission, je pense. Tout représentant doit aussi savoir parler de ça, connaître le sujet, qui est complexe, on s'en rend compte ici, et difficile, et s'approprier les bons termes à utiliser aussi, pour ne pas que des populistes ou autres s'en servent et s'en saisissent. Donc reprendre le pouvoir à l'école et à l'université. Et dans le monde politique, et dans le discours politique aussi, ouais, je pense. Très bien, merci à tous les trois. Merci pour cette discussion passionnante. Merci à tous les quatre.